Ah, donc, le webinaire est enregistré. Donc, bienvenue à tous donc, au webinaire sur le diagnostic de la sarcopénie et de la dénutrition en pratique, donc organisé par le CAPS Bretagne. Donc, je suis avec ma collègue Silène et nous, on va gérer la partie technique et gestion de vos questions. Cette fameuse sarcopénie qui pose beaucoup de questions dans les webinaires et dans les formations. Donc, c'est pour ça que on est vraiment ravis aujourd'hui d'avoir Agathe Reynaud-Simon et Ronan Thibault sur ce sujet-là. Donc surtout, l'objectif, c'est vraiment qu'on fasse quelque chose de très interactif, même si on est à distance. Donc n'hésitez pas au fur et à mesure à poser vos questions à la fois dans l'outil de discussion et puis vous pourrez même prendre la parole après. Nos deux intervenants ont prévu des présentations assez succinctes pour vraiment laisser la place aux échanges. Donc, moi, je ne mobilise pas plus la parole et Agathe, je te passe la parole et voilà, on enlève notre partage d'écran. Et encore merci à vous deux d'être présents avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Alors, j'ai perdu mon diaporama, Ah, bien sûr. Je vais le retrouver. Où est-ce que j'ai mis ça? non, Excusez-moi. non, non, mais il n'y a pas de souci, sinon on peut le retrouver. Voilà. Je le partage. Pourquoi je ne le vois pas? On l'a pas pour l'instant. Ouais, Oui, on voilà. peut. Là, je partage de nouveau. Ah, ah non. Où est-ce qu'on en est là? Non, on l'a pas. Après, sinon, dis-nous, Oui, on peut oui, partager. on peut le partager. Allez-y alors, oui, je suis Ouais. navrée. On a fait un essai justement exprès avant Ouais. et voilà. Quand c'est en vrai, ça ne marche pas. Silène Alors, va hop, le ça va être partager. celui-là. Je vais passer en mode plein écran. Normalement, ah non, ah oui, c'est bon, normalement. C'est bon. Hop, Vous voyez bien là? Très bien. Ah oui. Donc, en fait, la question, en fait, c'est comment, en pratique, en vie réelle, on peut s'approprier les critères de dénutrition de l'HAS qui ont été publiés en 2021, qui, quelquefois, semblent un peu compliqués. Mais en fait, vous allez voir on peut trouver moyen de les appliquer sans trop de difficultés. Il faut être pragmatique. Et donc, je vous propose de revoir ça ensemble. Prochaine diapo. Alors, vous connaissez ces critères. Il y a au moins un critère phénotypique et au moins un critère étiologique. Alors, les critères étiologiques posent pas tellement problème en réalité. C'est assez simple d'identifier dans beaucoup de situations les problèmes de santé que pose une personne adulte. On va parler de l'adulte et de la personne âgée. Des pathologies aiguës, des pathologies chroniques, un cancer, ou alors une diminution des apports alimentaires et quelquefois seulement, c'est beaucoup plus rare, les problèmes de malabsorption, maldigestion. Ce qui pose un peu plus de difficultés, c'est de bien identifier les critères phénotypiques. Vous les connaissez, plus de 5% en un mois, plus de 10% en 6 mois. Et ce qui a été ajouté en 2001, c'est plus de 10% par rapport au poids habituel avant la maladie. Et vous allez voir que ce critère-là nous permet de donner beaucoup plus d'élasticité aux critères de dénutrition. Sinon, il y a l'IMC inférieur à 22. Et puis, il faut parler de sarcopénie confirmée en pratique clinique. Prochaine diapo. Alors, la première chose chez la personne âgée, c'est pas normal de maigrir tout court. Ah, il y a quelqu'un qui dit qu'il ne voit pas le diaporama. Est-ce que les autres personnes voient le diaporama? Moi, je le vois, Agathe, en fait, il n'y a pas de Bon, souci. bah donc, c'est peut-être quelqu'un qui a un problème avec son ordinateur. Ouais. Donc, la première chose, c'est que c'est pas normal de maigrir en vieillissant. Et quand on est âgé en particulier. Donc ça va déjà nous donner un bon levier pour identifier que quelle que soit la perte de poids finalement chez une personne âgée,
eh bien, on sait que ça peut être assez rapidement un critère phénotypique de dénutrition. Prochaine diapo. Alors, en fait, c'est même pas tout à fait normal de maigrir assez tôt dans la vie, à partir de 50 ans, parce que vous voyez ici une étude qui a été faite chez des personnes qui avaient initialement entre 40 et 50 ans, puis qui ont été surveillées pendant une longue période de temps et qui avaient ensuite 68-77 ans. Et on a regardé ensuite la mortalité à 11 ans selon le changement de catégorie d'IMC de ces personnes. Donc, il s'agissait de plus de 5000 hommes en bonne santé, recrutés dans les années 60, au début des années 70. Les modèles étaient ajustés sur les pathologies et les médicaments, ce qui fait que ça donne un peu de robustesse aux résultats. Et l'hypothèse des auteurs, c'était que finalement, il fallait être mince tout le temps. Pour eux, la meilleure hypothèse, c'est d'avoir un IMC inférieur à 25, à la fois à la période 40-50 ans et à la période 68-77 ans. Et en réalité, les chiffres les ont un peu surpris parce que finalement, ceux qui avaient la moindre mortalité 11 ans après la dernière évaluation étaient ceux qui avaient un poids dit normal avec un IMC inférieur à 25 à l'âge de 40-50 ans et qui avaient pris du poids à ce moment-là, qui étaient passés dans la catégorie surpoids entre 68 et 77 ans. Et vous voyez que la mortalité, elle est diminuée en dessous de 1 à 0,84. Après, si on regarde les autres changements de catégorie, ben en fait, ce qui n'est pas bon, c'est d'être en surpoids à 40-50 ans, un IMC entre 25 et 30, et presque 20 ans plus tard, d'avoir maigri et d'avoir un IMC inférieur à 25. À ce moment-là, vous voyez que la mortalité est augmentée. Et le pire, finalement, c'est d'être en situation d'obésité à 40-50 ans et ensuite de passer en surpoids. Et donc, vous voyez que là, on est au maximum du risque de mortalité pour cette analyse-là. Donc, comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça? C'est pas évident. Je pense que le plus Ah simple oui, pour ça, je l'ai l'expliquer, enlevé, c'est mais est-ce qu'il faut le l'apparition. mettre ou pas? Euh, Est-ce que vous pourrez fermer votre micro, s'il vous plaît? Euh, L'idée, c'est surtout probablement des histoires de maladies qui apparaissent avec des pertes de poids qui sont liées à la maladie. Mais bon, ça parle quand même aussi de perte de poids, quelle qu'en soit la cause. Prochaine diapo. Pour aller dans le même sens, quand on voit une étude qui a été faite plus tard chez des sujets qui étaient initialement âgés de 70 à 75 ans et qu'on les a suivis pendant 5 ans, on en retrouve 1200, eh bien, on s'aperçoit qu'en 5 ans, bah, il y a 45% des personnes qui avaient perdu 3 kilos et 16% plus de 5 kilos. Et dans ce cas-là, le risque de décès est multiplié par 2 dans les 5 ans à venir. Alors, on n'est pas dans les critères phénotypiques de dénutrition quand on parle de 5 kilos en 5 ans. Forcément, ça dépend du poids corporel, c'est des pertes de poids qui sont plus limitées. Mais pour autant, vous voyez que la perte de poids, à partir d'un certain âge, ça a une association importante avec la mortalité. Prochaine diapo. Alors, du coup, la perte de poids, quand on l'analyse entre 5% en un mois, 10% en 6 mois ou 10% par rapport à son poids habituel avant la maladie, la question c'est bah, comment sont les variations de poids habituellement dans la population. Alors là, vous voyez des chiffres qui viennent de l'étude Aubé-Piroche 2020, qui ont été publiés en 2020, sur de la Ligue contre l'obésité. Et donc, vous voyez que ça, c'est des données en France qu'on n'avait pas beaucoup. C'est l'IMC moyen selon l'âge. Et vous voyez qu'entre 18 et 24 ans, les hommes et les femmes ont des IMC entre 22,5 et 23, selon que on voit un homme ou une femme. Puis plus on avance en âge, plus l'IMC moyen augmente. Donc, c'est habituel de prendre 12 à 15 kilos entre l'âge de 20 ans et 60 ans en général. Vous voyez que chez les femmes, là, on a l'impression qu'il y a un plateau qui s'installe dès 35 ans à peu près. Chez les hommes, il continue à grossir jusqu'à 55, 65 ans. Il y a une espèce de plateau qui s'installe, et puis après 75 ans, il y a une espèce de
de cassure. Alors là, la cassure, elle est artificiellement un peu marquée parce que dans l'étude OBEPI, il n'y a pas beaucoup de personnes de plus de l'âge de 80 ans, mais on voit quand même une diminution du poids, ce qui correspond à toutes les autres études épidémiologiques qu'on connaît. Et donc, on pourrait presque dire que le poids habituel avant la maladie, bah, c'est presque un peu le poids maximum pendant la vie, si on réfléchit sur ces courbes-là. Évidemment, il faudrait l'adapter à un individu, mais normalement, on grossit jusqu'à 65-70 ans, et après, si on maigrit, ben, on a un problème. Donc, on pourrait imaginer que même de dire que la une cassure dans la courbe de poids avec des pertes de poids de plus de 5 kilos ou même passer de la catégorie obèse à la catégorie surpoids ou de passer à la catégorie surpoids à un poids normal, ça a une aggravation, ça a une association avec l'aggravation du pronostic fonctionnel et vital, et c'est ça que fait la dénutrition. Évidemment, quand on réfléchit comme ça, on ne tient pas compte du facteur qui est à la fois à la cause de cette perte de poids et de l'aggravation du pronostic, qui est probablement des maladies. Mais quand même, moi, quand je vois des personnes âgées qui ont particulièrement du mal à dire un poids précédent, etc., souvent quand même s'ils ne se pèsent pas souvent, et ce n'est pas des générations qui ont été habituées à beaucoup se peser, ils savent dire leur poids maximum. Et si on est à 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos en dessous de son poids maximum, bah, c'est sûr qu'on est dénutri sur la question de la perte de poids. On doit pouvoir réfléchir peut-être un peu différemment chez les adultes obèses. Alors, donc ça, c'est pour la perte de poids. Pour la force musculaire, bah, en fait, ce qu'on peut utiliser, c'est la force de préhension, mais on peut aussi utiliser la force qu'on utilise pour faire 5 levées de chaise en moins de 15 secondes. Donc ça, c'est ce qui est normal. Après, on ne peut plus chronométrer quand les gens ont du mal à se lever, et en particulier si elle doit se lever avec une aide humaine ou une canne ou un appui. Et dans ce cas-là, le plus probable, c'est que cette personne-là, elle n'est pas capable de se lever 5 fois en moins de 15 secondes. Donc, on peut considérer qu'elle a une diminution de la force musculaire. Et de la même manière, les gens qui sont en fauteuil roulant, qui sont certainement pas capables de faire 5 levées de chaise en moins de 15 secondes, eh ben, on peut considérer qu'ils ont une diminution de la force musculaire. Et de fait, si on n'est pas capable de marcher du tout, on a une sarcopénie, c'est obligé. Donc ça peut rentrer comme critère de diagnostic de la dénutrition. Prochaine diapositive. En effet, sinon, on a la force musculaire mesurée par la force de préhension. Après, tout le monde n'est pas équipé pour avoir l'appareil en question. Si vous avez l'impression que la personne n'a pas de problème d'arthrose ou de douleur particulière ou d'incapacité pour faire la force de préhension, c'est une bonne façon d'avoir un critère phénotypique de dénutrition. Prochaine diapositive. Et après, bah, ce qu'on a proposé, c'est d'avoir des critères cliniques pour évaluer la masse musculaire, puisque la sarcopénie, c'est à la fois une diminution de la force et une diminution de la masse musculaire. Et si on ne peut pas utiliser des outils comme l'impédance-métrie, la DEXA, le scanner, l'IRM ou voire l'échographie, on peut utiliser des choses très simples comme la circonférence du mollet, la circonférence brachiale ou l'examen clinique. C'est sûr que si une personne est très maigre, le plus probable, c'est qu'elle a une diminution de la masse musculaire. C'est même pas probable, c'est obligé. Et donc, là encore, vous pouvez avoir un critère phénotypique de dénutrition. Prochaine diapositive. Alors, on est toujours un peu plus embêté pour faire un diagnostic de dénutrition chez quelqu'un qui est à la fois obèse et dénutri, c'est-à-dire qu'il a à la fois trop de graisse et pas assez de muscles. Et la dénutrition, finalement, elle compte pas tellement la graisse, c'est la question de baisse de masse et de force musculaire, et surtout de masse. Et donc, dans ces situations-là, on est un peu plus embêté, y compris pour mesurer la circonférence du mollet, où il peut y avoir quand même un peu de gras, même si les graisses ont tendance à remonter vers le tronc en vieillissant. Et donc là, on est un peu plus embêté. Prochaine diapositive. C'est pour ça qu'on va avoir besoin des outils dont va vous parler Ronan tout à l'heure. Alors, je voulais vous montrer les résultats d'une petite étude qui avait été faite en 2021 sur le diagnostic de la dénutrition en EHPAD et qui avait été faite dans le cadre
présenté lors des journées annuelles de la Société française de gériatrie et de gérontologie en 2022. Prochaine diapositive. Alors, c'est une étude épidémiologique qui a eu lieu en octobre 2022, qui a été faite sur 154 résidents dans 2 EHPAD. Et la question, c'était, ben, est-ce qu'on va trouver une prévalence différente de la dénutrition, qu'on utilise les anciens critères de dénutrition, c'est-à-dire ceux de 2007, par rapport à ceux de 2021? Et donc, les marqueurs qui ont été enregistrés, c'était l'indice de masse corporelle, la perte de poids, la sarcopénie, avec comme outil de mesure de la sarcopénie un tour du mollet inférieur à 32 et une force musculaire mesurée par les levées de chaise ou la mesure de la force de préhension. Et on cherchait les critères étiologiques, mais je vous ai dit, ça, c'est pas toujours le plus compliqué. Et il y avait même un dosage d'albuminémie pour être dans les anciens critères. Prochaine diapositive. Alors, vous voyez que finalement, si on regarde tout à fait à droite, le pourcentage de dénutris qu'ils ont pu identifier avec les 2 méthodes, en vert clair, c'est les critères 2007, les anciens critères de dénutrition. En beige, c'est les critères de 2021. Et vous voyez qu'on n'observe pas moins de dénutrition quand on utilise les nouveaux critères en utilisant à la fois la circonférence du mollet et la diminution de la force musculaire. Si on veut regarder dans le détail comment on est arrivé à cette prévalence de dénutrition, quand on regarde pour l'IMC et le pourcentage d'IMC inférieur à 21 en vert et le pourcentage d'IMC inférieur à 22, donc les nouvelles recos, forcément, on va trouver une prévalence plus importante de la dénutrition quand le critère d'IMC est plus large. Donc, plus de critères de dénutrition. Et quand même, dans un EHPAD, il y a 28%, presque 29% des personnes qui ont un IMC inférieur à 22. Et donc, là, on fait assez facilement le diagnostic de dénutrition. Sur la perte de poids, finalement, on n'arrive pas à renseigner si souvent que ça cet item, hein. C'est difficile d'avoir des poids antérieurs et donc c'est exactement pareil dans les 2 situations. Je pense qu'ils n'ont probablement pas utilisé ou pas pu utiliser la perte de poids de plus de 10% depuis le poids avant la maladie. Ce n'est pas facile à savoir en EHPAD. L'albuminémie, il y avait 22% qui avaient des hypoalbuminémies. Seul. Et puis, dans la catégorie 2021, il y avait 20% des personnes qui avaient une sarcopénie, mais sans perte de poids et avec un IMC supérieur à 22. Donc, la sarcopénie, ça a permis de faire un diagnostic dans 20% des cas quand on ne pouvait pas avoir d'autres critères. Et donc, vous voyez que finalement, dans un EHPAD, on arrive à plus de la moitié des personnes qui sont dénutries, ce qui est plus que les chiffres qu'on diffuse habituellement autour de 35%. Prochaine diapo. Et donc, quel que soit le diagnostic, ce que je voulais juste dire, c'est que ça n'empêche pas ni la prévention ni la prise en charge de la dénutrition. Pour un patient, c'est plus important qu'on mette de l'énergie et de la surveillance dans l'alimentation, la prévention, etc., en donnant des protéines, en donnant de l'énergie, en essayant de faire en sorte qu'il les consomme, en faisant de l'activité physique et toujours en gardant la supplémentation par vitamine D. Voilà, dernière diapo. Merci pour votre attention, merci pour votre implication. Je profite de l'occasion pour vous dire que la prochaine semaine nationale de la dénutrition aura lieu du 12 au 19 novembre 2024 et je vous ai mis les coordonnées du site. Merci pour votre attention et je serai prête à répondre aux questions. Merci beaucoup, Agathe. Alors, je propose que Ronan peut-être fasse son intervention, qu'il répondra peut-être à certaines des questions, et puis qu'à la fin, on prenne la totalité des questions, si ça vous va. Oui, ouais, ça me paraît bien de faire ça, merci. Donc, bonjour à tous, merci à tous d'être aussi nombreux. J'espère que vous voyez mon diaporama. Agathe, tu le vois? On voit toutes les diapos. Ah oui, voilà, c'est bon, Voilà, c'est bon. Non, parfait. non, voilà, j'ai changé. Ah Ok, oui, d'accord. bon, bah, Voilà, c'est parfait. parfait. Merci. Donc, en complément, donc Ronan Thibault, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis médecin nutritionniste au CHU de Rennes, professeur de nutrition à l'Université de Rennes.
Et donc, je voulais vous parler en fait de l'évaluation de la composition corporelle en pratique clinique. Donc, dans la continuité de ce que vient de vous dire Agathe, qui vous a bien montré qu'on pouvait simplement le faire en utilisant notamment la circonférence du mollet et le périmètre brachial. Donc, je vous montrerai aussi un petit peu comment on peut faire ça. Et puis, je vous parlerai des méthodes de mesure de la composition corporelle qu'on peut utiliser en pratique clinique pour ceux qui y sont équipés. Et on verra qu'on peut aussi le faire à partir de scanners, ce qui ne nécessite pas forcément d'équipement, mais pour le coup du temps pour lire la coupe et mesurer la surface musculaire. Et l'idée après, c'est qu'on discute tous ensemble. Alors juste pour vous faire un petit rappel sur qu'est-ce que c'est que la composition corporelle, hein, pardonnez-moi, la diapositive est en anglais, mais donc très simplement, vous voyez, vous avez à gauche ce qu'on appelle donc la masse maigre, qui fait 80% à peu près du poids du corps, et la masse grasse tout en bas, 20% du poids du corps. N'oubliez pas que dans cette masse maigre, il y a aussi l'eau du corps, hein. L'eau du corps, c'est à peu près 60% du poids total d'une personne. Alors c'est peut-être un petit peu plus, même voilà, les personnes âgées sont un peu plus vulnérables, ont un pourcentage d'eau traditionnellement un peu plus élevé parce que du fait justement aussi de la sarcopénie liée au vieillissement. Mais globalement, donc, il faut bien avoir ça en tête, parce que quand on analyse certaines méthodes, notamment l'impédance-métrie, quand vous mesurez une masse maigre, vous mesurez aussi l'eau corporelle totale. Donc, si vous avez un patient qui est en situation d'œdème, typiquement, vous allez avoir une surévaluation de la masse maigre, et donc ça risque de masquer une dénutrition et donc une perte de masse musculaire vraie. Certains appareils maintenant mesurent aussi la masse musculaire. Donc, on verra que c'est sur notamment ces mesures et ces appareils qui la mesurent qu'ont été proposées les recommandations de l'HAS en 2021. Donc, pour moi, il y a, enfin, en pratique, pas pour moi, mais de manière générale, il y a trois méthodes qu'on peut utiliser pour mesurer la composition corporelle, en plus des mesures du tour de bras ou du tour du mollet, comme on l'a dit précédemment. Il y a l'impédance-métrie. Je l'ai encadrée parce que, à mon sens, c'est la plus pratique, la plus accessible, la plus réalisable au lit du patient ou dans un établissement comme un EHPAD. Et puis après, vous avez le scanner. Alors, le scanner, c'est intéressant, mais le problème, c'est que c'est un examen qui n'est accessible, qui est quand même un peu accessible. En tout cas, on va pas faire un scanner exprès pour mesurer la composition corporelle. Donc, ça veut dire que vous pourrez utiliser le scanner que chez des patients qui ont eu un scanner pour leur routine de soins. C'est pour ça que c'est très appliqué en oncologie, par exemple. Mais je pense, par exemple, pour un résident d'EHPAD qui n'a pas de scanner, il n'y a pas de raison d'avoir de scanner. Ça va être une méthode qui est difficilement applicable. Et puis, ce qu'on appelle la DXA ou l'ostéodensitométrie, ou d'une manière plus générale, donc l'absorptiométrie biphotonique en rayon X, c'est considéré comme la méthode de référence. Mais là encore, on a un problème d'accessibilité. C'est des examens qui sont accessibles sur rendez-vous et donc on ne peut pas réaliser à beaucoup de personnes. C'est-à-dire c'est ponctuel. Ça va être peut-être une personne à qui vous allez faire une mesure de la densité osseuse. Donc, si vous faites ça pour rechercher une ostéoporose, c'est intéressant de demander au radiologue de regarder aussi la composition corporelle. Maintenant, tous les modules d'ostéodensitométrie ont euh, une variante qui permet de mesurer la masse maigre et la masse grasse. Je vous montrerai un petit peu des schémas tout à l'heure. Mais ça, il faut le demander. Et c'est vrai que dans le privé, bah, ils vont pas forcément vous le faire parce que ils vont vous dire que ça rajoute du temps et que c'est pas facturé, parce que malheureusement, c'est pas un acte qui correspond à la nomenclature des actes et donc vous aurez peut-être des difficultés. Mais en tout cas, en milieu hospitalier, en général, les collègues font la mesure de composition corporelle sur l'ostéostométrie osseuse si vous la demandez. Donc l'impédance-métrie, c'est le petit appareil qu'on voit dans les mains du monsieur, là, en bas à droite. Donc pour certains qui ont déjà vu, donc ça se mesure en position allongée. Donc il ne faut pas utiliser d'impédance-mètre qui font balance, hein, puisque la mesure de la composition corporelle chez des patients verticalisés n'est pas forcément fiable pour des personnes qui ont des problèmes de santé. Alors c'est parce il y a des travaux dans la littérature sur la médecine du sport. Vous avez peut-être déjà vu ça dans des salles de sport ou même chez vous, vous avez peut-être une balance qui vous donne votre masse maigre ou votre masse grasse. Sachez que pour des personnes malades, c'est pas bien validé. Donc nous, en tant qu'experts, on recommande plutôt des méthodes qui mesurent des personnes allongées. Puis vous comprendrez bien que dans un exercice hospitalier, on a quand même un certain nombre de personnes qui sont allongées, donc ça permet aussi de faciliter l'accès à la mesure. Parce que si on devait le réserver qu'à des personnes qui pouvaient se mettre debout, il y a beaucoup de patients qui ne pourraient pas avoir accès à la mesure.
Donc, on place 2 électrodes sur la main, comme vous voyez sur le schéma, 2 sur le pied du même côté. Et puis, on connecte des électrodes, donc des câbles hein, qui vont avec des pinces crocodiles, des électrodes à ECG. Et ça va vous permettre de mesurer donc la résistance du corps électrique au courant. Et en fait, l'appareil il va donc mesurer la masse maigre en partant du principe que la masse maigre résiste très peu au courant puisqu'elle est très conductrice du fait de l'eau et des électrolytes. Hein. L'eau, vous savez, conduit bien l'électricité. Et on va en déduire par soustraction la masse grasse. Donc plus vous avez une résistance élevée, plus vous allez avoir une masse grasse élevée, plus vous avez une résistance faible, plus vous avez une masse grasse, une masse maigre élevée, c'est-à-dire une masse musculaire élevée. Donc ce principe nécessite que l'état d'hydratation soit constant, notamment si on veut comparer les mesures les unes aux autres. C'est pour ça que c'est important de mesurer, de regarder l'eau corporelle. Et si on a une eau corporelle totale qui est au-dessus de la norme attendue, attention, les résultats peuvent peut-être être, sujets à caution. Donc, j'ai mis au-dessus et qu'on va surtout utiliser des appareils monofréquences. Ce qui nous intéresse, c'est la fréquence à 50 Hertz. Je vous le dis parce que si vous souhaitez acquérir ce type d'appareil, vous avez des appareils qui sont multifréquences. À mon sens, pour un diagnostic de routine de la dénutrition, il n'y a pas besoin d'impédance-mètre multifréquence. Un monofréquence moins coûteux suffit. Après, il y a certains appareils sur le marché qui sont multifréquences. Il n'y a pas de monofréquence isolée et d'autres qui vous proposent des mono ou des multifréquences. Voilà un autre exemple d'appareil qui n'est d'ailleurs plus commercialisé en France maintenant, mais qu'on n'a plus pu nous utiliser pour la recherche. Enfin, c'est en tout cas le même principe. Là, je voulais vous montrer, alors c'est très technique, mais c'est exprès la ligne que j'ai mis en gras en dessous, là, ASMM. Donc l'ASMM, c'est ce qu'on appelle la masse musculaire appendiculaire. Et ça, c'est une équation qui est recommandée par l'HAS 2021 pour mesurer la masse musculaire chez des personnes donc d'origine caucasienne de 70 ans et plus. Et donc, vous voyez que ce sont des équations qui sont assez compliquées finalement, avec qui introduisent des variables comme le poids, le sexe. XC, c'est la réactance, c'est un des paramètres électriques qui est mesuré par l'appareil. Donc, peu importe les détails techniques, mais vous voyez que ces équations, en fait, elles sont établies à partir de populations dans lesquelles on les étudie. Donc, c'est sûr que, par exemple, une équation, celle-là, en l'occurrence, a été évaluée chez des personnes de 70 ans, non, de plus de 60 ans, je crois, dans l'étude en fait initiale, qui étaient plutôt en bonne santé, donc au domicile. Donc, si on extrapole cette équation chez des personnes, par exemple, résidant d'EHPAD de 85 ans, bah, on peut effectivement, qui a par exemple une maladie chronique ou une maladie aiguë, on peut se poser la question si cette équation est effectivement fiable à 100% et est-ce qu'on est complètement transposable. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que cette équation, elle a été validée versus la méthode de référence avec un R carré de 0,92, donc une bonne corrélation, on va dire une excellente corrélation entre l'équation mesurée en impédance-métrie et et la valeur mesurée par la méthode de référence. Donc, en tout cas, dans la population dans laquelle elle a été étudiée, cette équation, elle est robuste. La question, c'est est-ce qu'on peut l'extrapoler à d'autres sujets? Je vous dis ça parce que ça vous permet aussi de vous dire que moi, je suis un utilisateur de l'impédance-métrie, mais il ne faut pas vous formaliser si vous ne pouvez pas l'utiliser et si c'est difficile dans votre établissement. Et il faut savoir qu'effectivement, avec des méthodes simples, comme Agathe vous l'a montré, on peut aussi faire bien les choses et diagnostiquer bien une sarcopénie. Il ne faut pas non plus se culpabiliser de ne pas avoir les méthodes les plus poussées. Je voulais aussi vous montrer juste ça rapidement pour vous dire qu'en fonction de l'âge, parce qu'on est dans le sujet de l'âge, c'est vrai que c'est important que vous sachiez que les normes en fait de ces, donc là j'ai pris comme exemple donc la masse maigre hein, ou la masse non grasse, elles sont donc variables en fonction du sexe et de l'âge. Hein. Vous voyez que quand on avance en âge, bah, comme vous le savez, hein, on perd de la masse musculaire, enfin c'est-à-dire que la moyenne de la masse musculaire diminue par rapport à des personnes plus jeunes. Vous voyez entre 25, 34 et puis plus de 85 ans, on a une sacrée diminution du 50e percentile, donc ce qui est la médiane en fait, hein, c'est-à-dire la valeur au-dessus de laquelle et en dessous de laquelle vous avez le même nombre, vous avez 50% de la population de chaque côté. Donc, c'est ce qu'on appelle la médiane. Donc pour vous dire que quand vous allez interpréter les valeurs, stricto sensu, il faudrait les interpréter en fonction de l'âge et du sexe de la personne et pas prendre et d'avoir une seule valeur qui permet de discriminer, ben, ça est sûrement très réducteur. Mais on pourra en discuter, c'est un peu la même chose aussi pour la fonction musculaire. Donc c'est vrai que ça pour vous dire que les normes
que vous allez voir dans les recommandations de l'HAS, ce sont des normes vraiment inférieures. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui est en dessous de cette valeur, et c'est valable pour tout, hein, pour l'IMC, pour la fonction musculaire aussi, c'est que vraiment il y a un problème. Là où probablement, je pense, on rate des personnes dénutries, c'est en ayant par exemple un seuil probablement juste au-dessus de la norme la plus basse, mais chez une personne par exemple plus jeune, ça peut être déjà un marqueur péjoratif. Mais on va quand même retenir une valeur en dessous pour faire le diagnostic. Donc c'est aussi pour vous dire que même en appliquant ces méthodes, on peut peut-être rater même des personnes dénutries si on utilise les seuils qui sont recommandés. Par contre, si la personne est en dessous, vous avez vraiment quasi 100% de chance, de risque que la personne soit vraiment dénutrie. Alors, vous savez que vous avez les fiches pratiques de la SFNCM. Je vous rappelle ça, téléchargeables gratuitement sur le site de la société, donc francophone de nutrition clinique et métabolisme. Vous avez des fiches pratiques pour comment réaliser l'impédance-métrie, comment réaliser aussi la mesure du hand grip. Ça, vous aurez les diapos, comme ça, vous pourrez télécharger si vous voulez. Je voulais vous montrer après un exemple de mesure donc de la composition corporelle par donc l'absorptiométrie biphotonique au rayon X, qu'on appelle la DEXA. Donc, vous voyez, c'est une sorte de table comme ça avec un. Donc, c'est une méthode qui fonctionne avec des rayons X. Donc, il y a quand même une irradiation, mais qui est à peu près équivalente à celle d'une radiographie thoracique. Donc, il y a pas forcément. On va pas faire ces mesures tous les jours, hein. C'est aussi l'inconvénient, c'est que c'est des. Autant la pédensmétrie, on peut la faire tous les jours. Enfin, ça sert à rien, mais sans risque. Alors que la DEXA, si vous faites ça tous les jours, bah, il y a le risque quand même d'accumulation de rayons X. Donc, c'est des examens qu'on va faire, bah, je dirais, en général, pour l'os, on le fait tous les 3 à 5 ans. Pour la masse musculaire, moi, je le fais pas en routine, mais je dirais tous les ans maximum. On va pas faire plus rapproché que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Voilà un exemple de cliché d'une personne qui est dénutrie. Donc, en fait, donc l'os, vous voyez, il est en bleu, hein, vous le voyez clairement, vous voyez le squelette en bleu. Et vous avez en rouge la masse musculaire et vous avez en jaune le tissu adipeux. Donc, c'est en fait l'atténuation des tissus par les rayons X va se faire de façon graduée, ce qui vous permet d'avoir des degrés d'atténuation différents. Et donc, c'est des couleurs comme ça qui sont le reflet de ces degrés d'atténuation. Donc là, vous voyez que cette personne est... En fait, en pratique, c'est un exemple d'une de mes patientes qui a une anorexie mentale. Et c'est une personne donc, qui a une dénutrition sévère, hein. Enfin, vous connaissez, enfin, vous voyez pas forcément ce que ça peut être en temps normal, mais il y a très très peu de graisse sous-cutanée. Là, le jaune est très faible, hein. Regardez au niveau des bras. Et puis même la masse musculaire, hein, au niveau des bras, par exemple, est très faible. Et donc là, on a par exemple un exemple de rapport hein, qui est fait par mon collègue rhumatologue qui mesure la densité osseuse et qui fait aussi la composition corporelle. Et donc, vous voyez l'index qui est tout en bas, là, le ligne appendicular masse, donc la masse musculaire appendiculaire sur la taille au carré, donc qui est à 4,7. Donc là, on est en dessous des valeurs recommandées. Enfin, en tout cas, on est en dessous des valeurs on est dans une valeur de dénutrition. Donc avérée avec en plus un Z-score supérieur à -2 DS. Donc là, on a une dénutrition sévère. Et puis de la même façon, avec le scanner, si vous avez la chance donc d'avoir un patient qui a eu un scanner, bah, vous pouvez demander, toujours essayer de demander à votre radiologue s'il serait d'accord pour mesurer la surface du muscle au niveau de la troisième vertèbre lombaire. Donc c'est ce qui apparaît ici en rouge. En jaune, vous avez le tissu adipeux viscéral. Alors ça, à mon avis, c'est très grossier. Là, la coloration, c'est pas assez discriminant. Et puis vous avez en bleu-vert, là, le tissu adipeux sous-cutané. Donc vous voyez qu'en mesurant la surface musculaire au regard de la troisième vertèbre lombaire, donc sur un scanner abdominal, on va pouvoir mesurer une surface et la ramener sur la taille au carré, ce qui donne, ce qui est ici à droite, en haut à droite, un index de masse musculaire squelettique, là le SMI. Et donc vous voyez par exemple là l'exemple de personnes d'oncologie, suivies en oncologie. Vous voyez la première ligne, vous avez trois personnes qui ont toutes un indice de masse musculaire squelettique insuffisant, donc qui ont une dénutrition. Et vous voyez que parmi ces personnes, bah, celle qui a un IMC à 15,3, évidemment, on l'aurait détecté par l'IMC. Mais comme l'a dit Agathe tout à l'heure, il y a vraiment un intérêt à faire ces mesures chez les personnes obèses. Regardez celle qui a un BMI donc à 40,2 et qui a une masse musculaire effondrée. Donc là, qui a clairement une obésité sarcopénique. Et là, on sait qu'on a un impact sur le pronostic. Et donc, la mise en place d'un traitement de la sarcopénie, activité physique, vitamine D, et évidemment nutrition adaptée, comme vous l'a montré Agathe, est nécessaire. Et puis en bas, vous avez trois personnes qui ont
un indice de masse musculaire squelettique, un IMC, un indice de masse corporelle de surpoids. Et vous voyez que vous avez des personnes qui ont une dénutrition, une masse musculaire insuffisante, comme à gauche, et puis celles du milieu et celles de droite ont une masse musculaire euh, à la limite de la normale pour la deuxième. Ça dépend si c'est un homme ou une femme. Et non, même anormal, pardon, 46, quel que soit le sexe. Et puis à droite, quelqu'un qui a une masse musculaire satisfaisante. Donc, Je- ça peut être intéressant si vous avez les scanners pour faire ces analyses. Et donc, vous voyez les normes qui sont habituellement reconnues, c'est celles que l'HAS a décidé pour les seuils d'insuffisance de masse musculaire. C'est 52,4 cm² par mètre carré chez l'homme et 38,5 cm² par mètre carré chez la femme. Donc, cette juste, surface juste sera Ronan, ramenée à la pardon. taille au carré. Il est déjà 13h40, pardon, et on a pas mal de questions. Juste pour vous donner Ok. l'info. Non, non, mais j'avais Merci. terminé, c'est Pardon, pardon. mon état des lieux. Donc, je voulais finir Parfait, par merci, pardon. donc, vous montrer les seuils de l'HAS. Donc, ça, vous les connaissez. La sarcopénie confirmée, Agathe vous l'a déjà montré. Et puis voilà, donc ce qui est retenu par la HAS, donc c'est ça qu'on pourra discuter après. Donc, Agathe vous a parlé donc, du test de levée de chaise et puis de la force de préhension. Et puis, au niveau de la masse musculaire, donc on peut utiliser cette équation de la masse musculaire appendiculaire. Et puis, l'index de masse musculaire appendiculaire, notamment si on utilise la DEXA. Et puis le tour du mollet, bah, j'ai vu qu'il y avait une question qui était posée pendant qu'Agathe présentait. C'est vrai que bah, on pourra en discuter après, mais Agathe effectivement nous proposait des seuils à 32 ou 33 cm, et puis l'HAS, elle, proposait un seuil à 31. Donc Agathe pourra sûrement nous expliquer ces petites nuances qui sont probablement liées à peut-être des études différentes, hein. C'est toujours ça, les seuils, c'est jamais à la virgule près. Et la fonction musculaire, on en a déjà parlé, donc test du lever de chaise, la force de préhension, qui sont les deux outils les plus simples. Moi, dans ma pratique, juste pour vous dire que j'utilise les mêmes seuils quel que soit l'âge par mesure de simplicité, parce qu'en plus j'ai un appareil d'impédance métrique qui ne donne pas la masse musculaire. Donc en fait, j'utilise donc soit l'indice de surface musculaire quand on l'a, et puis l'avant-dernière ligne, donc l'indice de masse non grasse, même chez la personne plus âgée, donc inférieur à 17 chez l'homme, inférieur à 15 chez la femme. Ça, c'est un index que tous les impédance-mètres donnent. Donc, pour simplifier les diagnostics au CHU de Rennes, j'ai demandé à tous mes collaborateurs aussi de faire de même. Donc, on utilise cet index même pour la personne de plus de 70 ans, alors qu'en théorie, l'HAS ne le recommande que pour les personnes de moins de 70 ans. Mais le GLIM, donc le consensus international, lui, le recommande quel que soit l'âge. Donc, on utilise plutôt en fait le consensus international du GLIM. Voilà, et puis oui, je vous avais promis de vous parler des normes, donc je vous montre juste, c'est cette dernière diapositive-là. Donc si vous mesurez la circonférence musculaire brachiale, vous avez ici pareil des ABAC, comme je vous ai montré pour la masse maigre. Donc vous voyez que les seuils, en théorie, varient aussi en fonction de l'âge et du sexe. Donc ça, attention, c'est la circonférence musculaire brachiale. Tout à l'heure, Agathe vous a parlé de la circonférence brachiale, c'est-à-dire le bras entier. La circonférence musculaire brachiale, on est censé en déduire le pli cutané tricipital, ce qui est quelque chose qu'on a un peu plus de difficulté à mesurer maintenant parce qu'on a moins d'outils. Il faudrait une pince en théorie qui mesure le pli et soustraire cette mesure du pli à la mesure du bras total, et ce qui permet de donner la circonférence musculaire brachiale. Euh, Agathe, juste parce qu'on va discuter après des seuils, toi, j'ai vu que tu donnais 22 comme critère de périmètre brachial. Bon, dans les travaux, en tout cas chez les personnes, quel que soit l'âge, en tout cas, enfin les personnes plus jeunes sûrement, j'avais plutôt trouvé les seuils qui sont à gauche, c'est-à-dire 26 cm chez l'homme, 25 cm chez la femme, comme cinquième percentile, c'est-à-dire la valeur la plus basse de la population. Mais c'est sûr qu'avec l'âge, la valeur moyenne diminue. Et c'est peut-être et encore une fois, en dessous de 22, je pense qu'on est quasi sûr d'avoir une diminution de la masse musculaire. Ça lève probablement l'incertitude, et je pense que c'est ce qui explique la différence de seuil. Voilà, moi je vous encourage quand même à mesurer la composition corporelle parce que je pense que ça a une valeur ajoutée en fait. Moi je me rends compte avec les collègues, si vous travaillez avec d'autres collègues, que ça fait entre guillemets plus sérieux. Quand on dit on a fait une mesure, ça fait sophistiqué. C'est un peu de la surenchère et peut-être un peu de l'esbrouf entre guillemets pour certains, mais en tout cas c'est sûr qu'une mesure de masse musculaire a plus de poids qu'un poids.
Quand on discute avec les collègues, ouais, vous avez juste pesé le patient, mais bon, en vrai, ça les passionne pas, une perte de poids. Par contre, une masse musculaire en dessous d'un seuil, ah oui, là, c'est grave, il faut faire quelque chose. Donc, ça aide à motiver, en tout cas, la prise en charge nutritionnelle. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Voilà, merci pour votre attention. Et puis, les fiches, je vous en ai déjà parlé. Ouais, puis j'ai mis Pour le lien réflexion. dans la discussion. Nickel. Eh ben, on y va pour la discussion. Alors, je me commençais à me noter. Alors, bah, effectivement, alors avant peut-être de parler de la sarcopénie, il y a plusieurs questions concernant le critère étiologique des pathologies. Donc, est-ce que les pathologies neurodégénératives et les démences sont des situations d'agression? Même chose avec un diabète stable, est-il considéré comme un critère, une insuffisance rénale, une insuffisance cardiaque? Et comment définir le terme évolutive donc, sur ce critère-là? Vaste question. Bah, je te laisse répondre pour la démence, Agathe, et puis Oui. peut-être le reste, je Alors, pourrais. les pathologies neurodégénératives et les troubles neurocognitifs ou démence, c'est des critères étiologiques, hein, c'est des situations qui sont très associées au risque de dénutrition. Donc oui, pour répondre brièvement. Voilà, Pour les autres insuffisance critères, cardiaque, insuffisance rénale, oui aussi, évidemment, c'est une maladie chronique. Alors, c'est pas forcément associé à une agression, mais ça fait partie des maladies chroniques. Et puis, évolutive, bah, ça veut dire, en fait, c'est pour dire que c'est pas un antécédent d'eux. Alors, si c'est une insuffisance d'organes, c'est forcément toujours présent, mais je pense que ça fait référence au cancer. C'est-à-dire, si vous avez quelqu'un qui a un antécédent de cancer, moi, je sais pas, un cancer du sein il y a 15 ans, qui est guéri et en rémission, vous pouvez pas forcément le considérer comme un critère étiologique. Donc, c'est juste pour ça. Alors, à l'inverse, évidemment, d'un cancer en cours de traitement. et pour la question du diabète, la question c'était est-ce qu'un diabète stable peut être Oui. un critère de dénutrition, un critère étiologique? Alors ça dépend dans quoi il est stable ce diabète. Un diabète multicompliqué où la personne perd du poids en raison des pathologies associées ou des complications du diabète, oui, c'est un critère étiologique. Si c'est un diabète stable, sans complications, et à ce moment-là, je ne vois pas très bien pourquoi il pourrait y avoir des pertes de poids, mais à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile à, à retenir comme critère étiologique. Moi, je suis d'accord. En fait, ça dépend du type de diabète. Je pense que le diabète de type 1, typiquement, chez un jeune patient qui est bien équilibré, là, c'est pas un critère étiologique du tout. Après, un diabète de type 2, comme dit Agathe, il y a souvent des comorbidités associées. Et on sait que l'équilibre glycémique est souvent plus difficile. Et nous, on a clairement pu montrer qu'il y avait un phénotype particulier de dénutrition chez le diabétique. Donc, clairement, moi, je pense qu'il faut considérer un diabétique de type 2 comme potentiellement une maladie chronique, hein. Enfin, c'est une maladie chronique, donc pour moi, ça fait partie des critères étiologiques. Mais Mais c'est une vous bonne avez remarque. Et raison après, c'est de... pour ça que dans d'autres cas, je voulais juste rebondir sur la prise alimentaire. Vous avez aussi la possibilité dans les critères étiologiques d'évaluer la prise alimentaire par des méthodes semi-quantitatives. Et donc ça, n'oubliez pas que ça peut être aussi moyen d'identifier le critère étiologique, hein. Mais vous avez raison de pointer que le critère étiologique, c'est pas juste une case qu'on coche, c'est aussi une question de situation clinique et il y a quand même un jugement médical, diététique sur la situation de la personne pour retenir le critère étiologique. La dénutrition, c'est quand même aussi de la médecine, quoi. Mm. Mm. Et c'est vrai que les critères ne pouvaient pas être exhaustifs. Donc c'est sûr que vous avez une liste qui est pas forcément exhaustive et donc des fois il faut un peu slalomer entre différentes situations. Comme dit Agathe, il faut avoir une analyse critique de chaque dossier, en fait, personnaliser l'évaluation. Alors, effectivement, comme le disait Ronan, on a des questions hein, sur la circonférence du mollet. Alors déjà, sur les différents seuils, 33, 32 ou 31, et sur aussi quelle validité, dans la mesure où c'est un peu opérateur dépendant. Certains parlent dans les questions qui nous avaient été envoyées en amont, de variation génétique. Donc voilà, en gros, qu'est-ce qu'on fait de ce critère-là? Alors, juste pour répondre pour le mollet, qui était un sujet en particulier chez les sujets âgés, la Haute Autorité de Santé a donné un circonférence de 31 cm, qui était le seuil qui était retenu dans le Mini Nutritional Assessment, qui avait une certaine validité. Donc, on a retenu ce critère-là.
Après, les critères de 33 et de 32 centimètres, ça vient en réalité plutôt du côté GLIM, mais c'est aussi des références qui ont été faites dans des populations américaines anciennes. Et ils ont établi ces seuils par rapport à l'épidémiologie. Donc, évidemment, c'est le problème des seuils. Il peut y avoir différentes sources pour réfléchir à un seuil. C'est, je pense qu'à partir du moment où dans une structure, vous dites, bah, pour chez nous, le seuil, c'est ça, bah, vous pouvez l'utiliser et puis voilà, vous avez de quoi le justifier avec les références qu'on vous a données. C'est sûr que Si vous comme je disais laissez, tout à l'heure, je pense que si on prend 31, on est sûr que quelqu'un qui est en dessous de 31, il y a un problème. oui, Bon, c'est 33, sûr. j'imagine qu'il ne doit pas y avoir aussi, doit être très pathologique aussi, hein. Enfin, amusez-vous à vous mesurer le mollet, hein, vous verrez que on est largement Ça va au-dessus de ces vite. chiffres-là. Enfin, je l'espère pour vous. Mm. La plupart du temps, oui. Alors après, on a des questionnements sur le hand grip. Alors, que faire si le hand grip est inférieur à la norme, mais le lever de chaise est dans la norme ou inversement? En pratique, le hand grip chez les personnes de plus de 70 ans est-il suffisant pour le diagnostic de la sarcopénie? Donc, a priori, j'ai compris que non, mais selon les recommandations, une réduction de la masse musculaire est nécessaire. Quelle marque de hand grip conseillez-vous? Le plus souvent, les patients résidents ont un hand grip bas, mais un mollet ou un bras dans la norme. Que faire? Le hand grip est-il vraiment fiable? Mes patients font à peine bouger l'aiguille. Bon, un petit fourre-tout sur le hand grip. Tu veux répondre, Ronan? Tout le monde est perdu. Oui, oui, bah Mm. non, c'est des questions intéressantes. Moi, je pense que le hand grip, effectivement, n'est pas un outil qui mesure tous les muscles du corps, en fait. Donc, c'est vrai que c'est que la force de préhension. Donc, si vous avez une personne qui a, par exemple, une faiblesse, bah, je sais pas, moi, quelqu'un qui a eu une hémiplégie, évidemment, ou enfin, une hémiparésie, si quelqu'un qui a des syndromes du canal carpien, par exemple, qui va pas pouvoir serrer, si vous avez un test de lever de chaise, par ailleurs, qui est rassurant, moi, je trouve que c'est plutôt, c'est rassurant, comme je viens de le dire. Et donc, je pense que là, dans votre cas que vous décrivez, c'est quelqu'un qui visiblement ne pouvait pas se serrer ou n'a peut-être pas compris la consigne. Donc, moi, je pense que là, j'ai du mal à le considérer comme enfin, avoir une fonction musculaire altérée, ce patient-là. Enfin, en tout cas, il faut mieux comprendre ce qui se passe au niveau de sa main. Et à mon avis, il y a quelque chose, une autre cause, en fait, qui explique cette baisse de force. Et puis après, pour les outils, alors là, c'est intéressant. Moi, je pense, pour le vous conseiller vraiment, enfin, comme vous verrez sur la fiche SFNCM, c'est le JAMAR hein, qui est recommandé, donc JAMAR, qui est le hand grip de référence, alors dont vous avez différentes catégories de prix en fonction s'il est hydraulique, donc mécanique ou électronique. Et donc, en gros, ça va de, je suis en train de taper en même temps sur Internet, donc gros 300, entre 300 et 400 euros. Puis après, vous en verrez des plus simples hein, à 23, 25 euros qui sont d'une fiabilité bon, peut-être plus aléatoire, mais en tout cas, nous, je reconnais que on a utilisé ces petits appareils à 25 euros, 25, 30 euros et ils donnent des mesures. Après, on n'a pas. Et je sais qu'il y a des collègues qui ont comparé les deux et qui disent qu'il y a des différences, hein. Donc, le Jamar, c'est l'outil de référence. Mais si vous avez qu'un petit budget, les appareils à 30 euros peuvent tout à fait être, vous dépanner, en tout cas dans un premier temps. Il y avait d'autres questions. Je ne sais pas, Agathe, si tu voyais d'autres réponses à apporter. Il y avait pas mal d'éléments dans la question. Oui, ben non. Alors, est-ce que le hand grip, ça peut être suffisant? Euh, la question, c'était qu'on n'est pas obligé d'investir dans un impédance mètre. Alors, le hand grip est suffisant pour la force musculaire, potentiellement. C'est mieux si vous faites des levées de chaise aussi, comme disait Ronan, les forces des bras et des jambes, ça peut être pareil. Mais le hand grip, il ne mesure pas la masse. Donc, en fait, vous ne pourrez pas arriver à un critère de sarcopénie. Mais vous pouvez faire le grip test et une mesure du mollet, par exemple. Oui, vous pouvez choisir. Vous pouvez dire, bah, dans ma structure, on n'a pas le budget pour faire mieux que ça. On se base sur ces critères-là. Et comme vous voyez sur l'étude que je vous ai montrée en EHPAD, ils arrivent quand même à 50% de diagnostic de dénutrition. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de questions justement sur
On avait discuté, Agathe, hein, et Ron, donc c'était la partie compliquée, les personnes en situation d'obésité. Donc avec Mm. beaucoup de retours à la fois dans le chat et dans ce qui nous avait été remonté, que l'évaluation de la sarcopénie est souvent assez compliquée. Alors en EHPAD, en particulier si on a des personnes avec des œdèmes ou en situation d'obésité. Mais aussi pour les personnes qui sont pas en situation d'obésité, mais voilà, en EHPAD avec les moyens qui sont disponibles et à quelle fréquence en fait on cherche à faire ce diagnostic de la sarcopénie chez le résident en EHPAD. Donc voilà, comment on fait en EHPAD avec le fonctionnement que tu connais bien, Agathe, et puis comment on fait si le patient ou le résident est en situation d'obésité. Alors, je pense que là, on a évoqué des résidents dans une question qui ne sont pas capables de se lever de chaise. Oui. Donc, eux, on peut considérer qu'ils ont une diminution de la force Mm. musculaire. Après, c'est vrai qu'il reste à mesurer la masse et le mollet, quelquefois, c'est vrai, il est supérieur au seuil. À ce moment-là, euh, vous pouvez essayer de mesurer la circonférence du bras. C'est pas parce que les gens ont des grosses jambes qu'ils vont forcément avoir des gros bras non plus. Et puis, il y a des moments où, en effet, où dans ces situations-là, on est limité à avoir des critères étiologiques et une perte de force musculaire et on peut ne pas avoir d'informations sur la masse. Eh bien, en fait, le traitement elle-même, la personne, elle est très à risque de dénutrition, donc il faut qu'elle mange. Donc, c'est ça qui est important aussi pour le patient lui-même. Après, si vous avez un codage de moins sur la dénutrition en termes médicaux, eh ben, tant pis, quoi. Ce qu'il faut, c'est être sûr que la personne mange suffisamment et fasse suffisamment d'activité physique pour entretenir ses muscles. Ouais, je suis assez d'accord avec Agathe, ça c'est l'approche pragmatique. Après, si vraiment, effectivement, vous voulez absolument mesurer la masse musculaire, là, je crois que vous êtes dans la situation où vous pouvez pas vous passer d'une méthode, comme je l'ai décrit tout à l'heure. Alors, soit récupérer un scanner ancien, enfin, en EHPAD, je sais que ça, c'est quelque chose de compliqué. Sinon, ce serait l'impédance-métrie. Alors après, est-ce qu'il faut acheter un appareil pour autant? C'est sûr que si c'est pour faire, si vous avez qu'un patient obèse dans l'EHPAD, je caricature, vous n'allez pas investir pour un patient. Par contre, vous pouvez adresser le patient à une consultation spécialisée, éventuellement aussi, hein, près de chez vous. Je pense qu'il y a des équipes de nutrition. En tout cas, c'est un réseau à établir pour que cette mesure puisse être réalisée et qu'on puisse vous aider en fait à faire cette mesure si vous n'avez pas les appareils. Après, Agathe a raison. Pourquoi on fait la mesure? C'est pour faire un diagnostic. Et si au final, faire le diagnostic n'aboutit pas à un changement de traitement, c'est vrai que l'approche que propose Agathe, moi, je la trouve très, très simple et facile enfin, en tout cas pragmatique, c'est-à-dire mettre en route le traitement. Et vous avez une suspicion d'eux, vous ne pourrez pas conclure autre chose, mais au moins le patient il sera pris en charge. Alors, j'essaie de On a beaucoup de questions. Je ne suis pas sûre qu'on aura le temps de faire le tour, mais Non, si... mais il y avait une question, j'avais vu, donc en quoi consiste l'examen clinique chez Oui, l'obèse pour tout à détecter fait. la perte de masse musculaire. Donc Oui, ça, il était dans mes pensées. à mon avis, il n'y a pas d'examen clinique en soi. Bah, c'est ce que vient de dire Agathe, c'est essayer de mesurer le mollet, le tour de bras, et si on est toujours dans une norme, enfin on est au-dessus de la norme, bah, effectivement, c'est aller à l'impédance métrique. Enfin, moi, je vois pas d'autres, ou récupérer un scanner, ou éventuellement la DEXA si votre patient fait moins de 150 kilos. Parce qu'il faut savoir que l'étape d'examen n'accueille pas des patients en dessous de 100, au-dessus de 150 kilos, même si certains vont jusqu'à 200. Mais là, je pense qu'en EHPAD, en général, on est souvent en dessous de ces seuils-là. Et puis, bah voilà, c'est ça. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment d'examen clinique. Puis, l'examen clinique, si, c'est ce qu'on vient de dire aussi, c'est par rapport à la fonction musculaire. Donc, encore une fois, si la fonction est altérée, c'est là qu'il est intéressant de mettre en place un programme d'activité physique adapté, pour cette personne. Et ça, après, c'est sûr que ça veut dire qu'il faut que dans votre centre, il y ait un accès à un APA, qu'il y ait des groupes d'activité physique. Voilà, on passe dans une autre discussion. Oui, Et qui est comment on met important en de œuvre les choses, conserver. ça, c'est autre chose. Il y a une question sur la néphro, je sais pas, peut-être, et sur l'impédance, peut-être Ronan, pour un patient dialysé, est-ce qu'il vaut mieux faire la mesure avant ou après la dialyse? Bah non, c'est après. Clairement, si on veut mesurer la masse musculaire, il faut le faire après, parce qu'avant, vous avez l'augmentation de l'eau corporelle totale qui va fausser la mesure. Et après, vous avez des néphrologues qui font l'impédance-métrie avant et après, mais ça, c'est pour mesurer la perte d'eau pour ajuster justement la dialyse. Donc, c'est une autre raison pour la réaliser.
Mais si vous voulez mesurer la masse musculaire, il faut le faire après la dialyse. De façon assez pratique, quelqu'un nous demande comment est-ce qu'on mesure le tour du bras. Est-ce que c'est là où le muscle est le plus fort au milieu du bras? Ah oui, le tour de bras, bah, je peux juste remontrer rapidement mon écran parce que Une j'avais mis diapo. un petit schéma. Donc effectivement, hop, 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 voilà, c'est là, le tour du bras. Donc le tour du bras, ça se fait vraiment à mi-chemin entre l'acromion et l'olécrane, donc vraiment au milieu du bras, qui correspond vraiment à l'endroit où il y a le galbe du biceps en général. Par contre, pour le mollet, le galbe du mollet, il n'est pas forcément au milieu de la jambe, il peut être au-dessus ou en dessous. Donc à ce moment-là, il faut mesurer l'endroit, hein, c'est ça, Agathe, tu confirmes, à l'endroit où le muscle est le plus proéminent. Faut pas mesurer au milieu, sinon vous risquez de sous-estimer la masse musculaire. Voilà, Ouais. donc au milieu du bras pour le bras et là où le mollet est le plus large pour la jambe. Ok, on a quelques questions qui sortent peut-être un peu, mais auxquelles on va peut-être essayer de répondre, qui est juste sur le rappeler comment on définit finalement que la personne n'est plus dénutrie. Donc, c'est la Bah, disparition. là, on peut, en fait, c'est qu'ils ne présentent plus les critères de dénutrition. Il y a pas de règle différente pour dire que quand la personne n'est plus dénutrie, ça veut dire qu'elle a repris du poids ou qu'elle a un poids stable éventuellement depuis longtemps, au-delà de 22. Mais c'est vrai que ce qui est juste, c'est qu'on ne dit pas qu'il faut que dans les recommandations pour la prise en charge, d'ailleurs, qui ne sont pas encore écrites en France, là, et sans tenir compte de 2007, on ne dit pas quel est l'objectif de poids d'une prise en charge nutritionnelle. Par exemple, si quelqu'un a perdu 15 kilos, quelquefois, bah, on va avoir envie qu'il en reprenne au moins 10 s'il est plutôt mince. S'il est plutôt un peu gros, on va surtout essayer d'augmenter la masse musculaire et on ne va pas se donner un objectif de poids peut-être aussi important, peut-être que 5 kilos. Donc, je pense il faut dire qu'il est plus dénutri quand la personne a récupéré un poids qui est bien pour lui et stable. Alors ça, vous voyez qu'il y a du jugement clinique quand même, bien sûr. Mm. Que son IMC est supérieur à 18,5 chez l'adulte ou 22 chez la personne âgée, enfin 20 chez l'adulte et 22 chez la personne âgée, et qu'il n'y a plus de sarcopénie Et qu'il mange bien. et qu'il mange bien, absolument. Ce qui est le cas de... Non, mais c'est comme je vois la question sur le Oui. CFI à 10, voilà. Donc ça, c'est le patient de moins de 70 ans qui a perdu 20% de son poids, c'est une pathologie cardiaque sévère, mais pour lequel l'IMC est de 27 avec un poids stabilisé. Alors ça dépend depuis combien de temps, et un CFI à 10. Et moi, je rajouterais s'il se sent bien au niveau aussi capacité fonctionnelle et pas d'asthénie et qu'il peut faire ce qu'il veut quand il veut, moi, je ferais rien de plus. L'objectif, c'est de maintenir le poids et donc s'assurer qu'il continue de bien manger. Et pour moi, c'est de la surveillance. Mm. Et Euh, après, on peut faire du travail qualitatif. Moi, ce que je dis souvent aux patients qui sont en surpoids comme ça, c'est l'activité physique pour maintenir le poids, mais essayer, enfin, après, ça dépend de quelle activité physique on fait, mais de prendre un peu du muscle, en tout cas de maintenir le muscle. Et puis si la personne perd un peu de masse grasse, ça peut être bénéfique. Encore que, ça dépend de l'âge, hein, pas à plus de 70 ans. Mais l'idée, c'est d'avoir une amélioration qualitative et pas quantitative, en fait. ok. Alors, on a encore des questions qui arrivent, mais j'aimerais quand même vraiment qu'on dise un mot parce qu'on a eu beaucoup de questions dans le chat. On en a eu pas en amont et c'est mon cheval, enfin, un peu mon cheval de bataille, vous le savez, Agathe et Ronan, c'est sur l'albumine. Là, on voit beaucoup de messages. Ouais. Les médecins diagnostiquent encore la dénutrition sur de l'albumine. Alors, il y en a qui ont parlé de cardiologie, j'en ai qui parlent de SSR. Enfin, que peut-on faire? Alors, on s'est posé la question en échangeant la semaine dernière tous les trois, en disant que finalement, il n'y a pas une très bonne prise en main des critères de dénutrition de 2021. Donc déjà, il y a un travail de communication à faire à différents niveaux. La deuxième chose, c'est que aussi que l'albumine, c'est un peu facile pour un médecin parce qu'il y a un petit truc à cocher et il n'y a aucun effort à faire, ça prend pas de temps et on espérait avoir un diagnostic. Il faut répéter que l'albuminémie n'est pas associée aux apports alimentaires en protéines, n'est pas associée à la masse musculaire, n'est pas, c'est surtout ça d'ailleurs, et que donc finalement c'est un bon outil pronostic,
c'est un outil de sévérité dans la dénutrition comme dans d'autres maladies. Vous avez n'importe quelle maladie avec une albumine basse, vous avez un mauvais pronostic. Et ben avec la maladie de dénutrition, c'est pareil. Mais avant de pouvoir dire que c'est une dénutrition, il faut d'abord faire le diagnostic de dénutrition. Et le diagnostic de dénutrition, il ne se fait pas avec l'albumine. Donc, c'est important de répéter que c'est un outil de diagnostic de sévérité, mais que ce n'est pas un critère diagnostic de dénutrition. Et je comprends très bien sur le plan pratique que tout le monde regrette un peu, mais en même temps, vous voyez que dans des populations comme en EHPAD, finalement, on ne diminue pas le nombre de personnes diagnostiquées, on fait juste le diagnostic d'une façon un peu plus juste et en sensibilisant sur la question du muscle. En fait, la dénutrition, c'est pas assez de muscle, c'est pas assez de fonction musculaire, c'est pas assez de masse musculaire, et finalement, l'albumine ne renseigne pas là-dessus. Non, moi, je crois qu'il faut, Agathe a complètement raison, il faut vous communiquer pour ceux qui sont en difficulté, il faut rapprocher de votre clan, comité de liaison alimentation nutrition, et qu'il y ait une information médicale qui vienne donc du responsable du clan, ou si ça peut être aussi un cadre diététique, pour informer des nouveaux critères et que l'albuminémie s'intègre pour la dénutrition que quand un diagnostic est posé cliniquement pour évaluer la sévérité. Je crois faut communiquer, communiquer, communiquer. En fait, c'est lassant à force, mais comme ça, je pense qu'on y arrivera. Faut répéter, répéter. Mais c'est vrai qu'en EHPAD, quand on n'a pas de clan, on n'a pas de médecin ou de cadre diététique. Enfin, Mm. parfois, c'est vrai que je sais que certaines collègues sont en difficulté avec des médecins traitants, parfois un médecin coordonnateur, mais pas tout le temps. On sait que c'est pas facile. Mais là, ça me fait penser à une question qui est apparue. Là, quelqu'un demandait si une impédance-métrie pouvait être faite par une IPA. La réponse est oui. Et je dirais que c'est la même chose aussi pour le tour de bras, le tour de mollet. Le hand grip, ça peut être fait même par une aide-soignante. Enfin, n'importe quel personnel soignant peut faire ces méthodes. C'est ça l'avantage justement de l'impédance-métrie, c'est que c'est pas opérateur dépendant et le hand grip non plus. Donc, si on respecte ce qu'il faut faire, le processus grâce aux fiches SFNCM, donc ça, il faut déléguer aussi, je pense, ces mesures-là. Et l'interprétation, elle peut être faite par une diététicienne et en communiquer après le résultat au médecin. Je pense que c'est ça aussi. Si on attend que les médecins fassent, malheureusement, ça va être difficile, que ce soit mis en œuvre. Donc je pense que c'est aussi aux professionnels de santé des établissements de mettre en œuvre ces mesures et puis de montrer après, au bout d'une semaine, ben voilà, on a X patients qui ont un mollet à 29 centimètres, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Je pense que c'est comme ça, c'est un moyen d'avancer qui pourrait Et je suis d'accord avec ça. aider. La seule contre-indication de l'impédance métrie, c'est le pacemaker. Donc, et encore, je sais que c'est pas toujours, mais enfin, c'est ce qu'on dit. C'est écrit encore officiellement dans les textes, même si on a fait des études où on montre qu'il n'y a aucun effet sur les défibrillateurs. Mais oui, il reste cette contre-indication. Mais pour la petite histoire, moi, je l'ai déjà fait sans le savoir. Dans ce métier, il y a des gens qui avaient un pacemaker, il se passe rien du tout. Mais néanmoins, respecter cette contre-indication quand même. Donc ça, faut identifier dans les pads, vous savez qu'il y a un pacemaker ou pas. Et vous savez que chez ceux-là, bah, faudra jamais faire d'impédance-métrie. En tout cas, jusqu'à nouvel ordre. Et Euh, on est très d'accord avec le dernier commentaire ah ouais. aussi, communiquer auprès de l'ARS pour les coupes pathos, hein. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai communiqué au collectif de lutte contre la dénutrition. Et je pense qu'ils vont vraiment s'en emparer et à communiquer avec les ARS au niveau national. C'est vraiment important. Super. Et je me permets peut-être une dernière question, parce que ça revient deux fois sur la maigreur, entre guillemets, constitutionnelle. Enfin, quid des patients avec des IMC à 22, mais de façon stable? Et comment gérer le critère en cas de maigreur constitutionnelle? Voilà, les deux. Inférieur à 22, bah, c'est là que le critère étiologique rentre en Mm. compte, en fait. Alors, si c'est en EHPAD, forcément que c'est des gens polymorbides, à mon avis. Donc là, à mon avis, il y a une dénutrition. Et pour moi, c'est là qu'intervient la mesure de la masse musculaire. C'est-à-dire que vous pourriez aussi identifier que s'il y a une masse musculaire altérée et, donc et aussi une fonction, une sarcopénie, là, il va falloir traiter. Et si la masse musculaire et la fonction sont normales, bah là, vous considérez vraiment que c'est une maigreur constitutionnelle. Et dans ce cas-là, bah, il y a pas d'autre chose à faire, à mon avis, que de surveiller. Peut-être qu'il y a des choses qui sont passées à la trappe. On a essayé de faire le Non, je pense tour. pas. J'ai regardé aussi
Ouais. Il y a la question des apports, c'est plus thérapeutique que Ah oui, diagnostique, c'est la pour ça que question j'ai des pas apports. posé. Oui. Mm. Ouais. J'ai- Oui, vas-y, Agathe, sur la dialyse, enfin la néphro. Oui, c'est ça. La question, c'était de savoir quels sont les apports nutritionnels en protéines nécessaires chez des gens qui sont en insuffisance rénale stade 4 et 5. Je vais répondre très brièvement. En fait, finalement, les gens qui s'occupent de nutrition et les néphrologues sont d'accord, d'après les dernières recommandations sur l'insuffisance rénale et la prise en charge. À partir du moment où une personne en insuffisance rénale commence à perdre de l'appétit, à perdre du poids, et donc, il y a un risque de dénutrition. À ce moment-là, il faut augmenter les apports en protéines, quitte à être pas trop bon pour le rein pendant une période donnée, mais l'insuffisance rénale, elle a un pronostic à long terme, alors que la dénutrition, c'est un pronostic à court terme. Donc, le plus souvent, on choisit de traiter la dénutrition et de voir plus tard pour l'insuffisance rénale. Dans ce cas-là, c'est plutôt 0,8 grammes par kilo par jour en protéines, c'est ça? On est plutôt bas, on est à 0,6, puis je crois qu'il faut monter Oui, au peut-être à moins. 0,8, à 1, ouais. Et chez les personnes âgées, où finalement le risque de passer à la dialyse est très faible, ben, en fait, on donne 1 gramme, 1,2 gramme, 1,4 gramme de protéines très facilement, alors que les gens ont des clairances de la créatinine, des FG inférieures à 60, hein, ou même Hmm. à 50, ou même ouais, 40, on continue. J'avais C'est-à-dire que une là, question brûlante. c'est une question de priorité, là. J'avais une question pour toi, Agathe. Là, quand tu as montré tes deux méthodes comparatives, là, que tu montrais un pourcentage de dénutri qui est à peu près les mêmes, finalement. Enfin, 54, 50, peut-être un peu plus élevé quand même avec les nouveaux critères. Mais Ouais. finalement, ce ne sont pas les mêmes patients qui sont considérés comme dénutris. Est-ce qu'il y en a qui changent de catégorie, tu vois, qui auraient Alors été là, dénutris avec c'est les bien anciens sûr. critères et non dénutris avec les nouveaux ou vice-versa? Alors, oui, je comprends la question. Euh, oui, il est probablement que ceux qui étaient, par exemple, distingués ou identifiés comme dénutris que sur l'albumine, bah, en fait, c'est possible qu'il y en a certains qui n'ont pas été, qui sont pas les mêmes que d'autres qui ont été identifiés par la sarcopénie. Hmm. Après, c'est les mêmes évaluations à tous les patients quand même, hein, Oui, qui ça ont été j'avais faites. bien compris, mais justement, c'est l'intérêt des, Alors, des je crois que critères. dans leur... là, j'ai mis qu'une diapo pour pas présenter tout leur travail, parce que ça aurait été un peu long, mais ils avaient fait une étude, en effet, plus précise sur qui présentait un seul critère dans tel sens et dans tel sens. Hmm. Ok. Je crois que ça a Je été regarderai. publié, je te trouverai. Non, mais je regarderai, tu as mis la référence, je crois. Ok. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin pour que voilà, les auditeurs repartent avec quelques petites choses très pragmatiques en se disant que ça va pas être compliqué, ça va être facile dans leur pratique quotidienne? Bah, si vous voulez que je commence, moi, je pense que avec les outils simples qu'on vous a proposés aujourd'hui, Euh, je pense qu'on peut arriver à faire un diagnostic de dénutrition ou de toute façon de risque de dénutrition de façon assez simple en réalité. Je crois qu'il faut se mettre quand même dans une position de professionnel de santé qui a pour objectif de soigner la personne. Et donc, on peut faire des diagnostics de dénutrition ou de risque de dénutrition. Le plus important, c'est de suivre le poids. C'est quand même toujours l'indicateur le plus sensible. On n'aurait pas besoin de se compliquer trop la tête si on avait des suivis de poids corrects et ça permettrait de montrer la dénutrition. Et après, l'important, c'est que les gens mangent et fassent de l'activité physique, hein, je répète. Ça, c'est sûr que pour la personne, toutes les élucubrations intellectuelles qu'on vient de faire, éventuellement, ça n'a aucun bienfait pour eux. Ce qui est bien pour eux, c'est de manger et de faire de l'activité physique. Non, non, mais merci Agathe, je suis d'accord avec toi. Le poids, puis, je pense que la mesure avec un mètre ruban, enfin, de vous équiper d'un mètre ruban dans vos centres pour mesurer le tour du mollet ou le tour du bras et de le faire à des fréquences régulières, je dirais en EHPAD, on sait que ça, l'évolution, elle est lente, donc c'est 2 fois par an, je pense, hein. Il faudrait au moins le faire 2 fois par an, à mon avis, ou 4 fois si vous pouvez, enfin 2 à 4 fois par an. Et puis le poids, et voilà. Et puis effectivement, être pragmatique et équipez-vous aussi peut-être d'appâts pour aider
à promouvoir l'activité physique en EHPAD ou ailleurs dans tous les établissements pour maintenir la fonction musculaire le plus longtemps possible. Eh bien, écoutez, très bien. Alors, un grand merci. On est toujours ravis de vous avoir pour intervenir. Je pense qu'on va peut-être vous réinviter parce qu'il y a encore plein de questions et de demandes. Merci à tous les participants. Et puis, effectivement, n'oubliez pas, comme Agathe l'a dit, la semaine de lutte contre la dénutrition aura lieu comme tous les ans. Donc, ça va être encore une bonne occasion de se mobiliser, même si on se mobilise quotidiennement. Merci beaucoup, Agathe et Ronan, et à bientôt. Merci Estelle et l'équipe pour Merci à vous tous. l'organisation. Merci à tous. Au revoir. Au À revoir. bientôt, merci. Merci.